Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 janvier et il est 10h. 10h c'est quoi? C'est l'heure de la matinale. Aujourd'hui, CAC et DAX défendent leur zone d'achat. Vous avez pu constater que le CAC, le DAX, l'Eurostoxx ouvrent plus ou moins sur les mêmes cours qu'hier. Les acheteurs n'ont donc pas réussi à prendre de la hauteur, mais les vendeurs n'ont pas cassé les supports pour le moment. Nous sommes dans une situation de stabilisation et un petit peu d'attentisme de la part des opérateurs. Nous allons regarder ensemble le calendrier, vous allez comprendre pourquoi. Dans tous les cas, nous sommes toujours dans des marchés volatiles, dans des marchés un petit peu averses au risque et sur lesquels il faut être relativement prudent. Alors comme tous les matins, voici un petit avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation, les CFD, l'indice de sentiment client, je vous laisse en prendre note. Et donc, nous allons comme d'habitude, lors de cette matinale, voir ensemble les dernières news, résultats d'entreprise, les décalages de marché. Nous allons voir le calendrier économique, puis passer des actifs en revue sur la plateforme de CMC Market. Tout au long de cette présentation, ne l'oubliez pas, en haut de votre écran, vous avez des onglets comme le chat ou comme Q et R, la question et réponse. Vous pouvez donc me poser des questions, faire des commentaires tout au long de cette présentation et j'y répondrai dans la mesure du possible. Concernant les news, l'OCDE voit des signes de stabilisation en Chine et au Brésil. En fait, l'année dernière, on a eu un fort ralentissement au Brésil. Le pays a sombré en récession. Il y a eu des gros déboires politiques. Et donc, la situation au Brésil était vraiment particulière. Il y a eu une forte chute de la bourse brésilienne, il y a eu une forte chute du réal. Concernant la Chine, on a eu pendant 6 à 12 mois des statistiques inférieures aux attentes et en baisse concernant le secteur manufacturier, concernant les imports, les exports, la consommation d'électricité et j'en passe. L'OCDE nous dit voir des signes de stabilisation en Chine et au Brésil et donc pourrait considérer qu'à court terme, le pire serait passé sur ces pays, sur ces zones-là. Permettez-moi d'en douter un petit peu. Pour l'instant, je ne crois que ce que je vois et je vois des monnaies, des indices et des indicateurs chinois et brésiliens continuer de baisser. Le jour où ça se retournera au Brésil, il sera amplement temps de le voir plutôt que d'acheter un couteau qui tombe. Le Brent touche les 30 dollars pour la première fois 2015. Donc le pétrole est à 30 dollars. Ça y est, souvenez-vous, l'année dernière, tout le monde disait, si le pétrole va à 60, j'en remplis ma cave, à 40, j'en remplis mon immeuble et j'achète les stocks pour pouvoir en avoir un maximum. Et bien voilà, nous sommes à 30 dollars et le pétrole continue de baisser et tout le monde semble en avoir acheté. Et pourtant, les cours continuent de baisser. Donc on a vraiment ici un mouvement de moyen terme puissant, fondamental, monétaire aussi, puisque plus le dollar monte, plus le pétrole baisse, puisqu'il est libellé en dollars. Euh, on est dans une situation historique et donc vous vous doutez bien qu'à la question est-ce que le pétrole peut aller à 25, à 20 ou à 15, la réponse est bien évidemment oui. Et quand vous regardez un peu vos graphiques de moyen long terme, vous comprenez pourquoi, parce qu'il y a encore quelques années, le pétrole était à 10 dollars. À court terme, les indices sont considérés comme survendus au vu des indicateurs techniques. Il y a des sociétés de conseil, des sociétés de gestion, des sociétés d'analyse, notamment américaines, qui considèrent toutes qu'à court terme, on est sur des supports et qu'on pourrait rebondir. Néanmoins, certaines apportent un petit bémol. Euh, et après, en fait, avoir dit pendant des années qu'il fallait acheter les creux, les points bas,
eh bien, il y a certaines entreprises qui disent, voilà, on est survendu, on est sur support, bah, nous, on va attendre que ça rebondisse un peu et on va se placer à la vente pour jouer la baisse. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a plus de chances que les marchés baissent et se retournent plutôt qu'ils ne montent. La Banque de France confirme prévoir 0,3% de croissance au quatrième trimestre 2015 et on aura donc, comme d'habitude, en France, une croissance morne. Et puis ça y est, après que des centaines de milliers, voire des millions de personnes soient parties de leur pays, aient été déplacées et changées de ville, ça y est, l'aide arrive enfin en Syrie. Euh, alors malheureusement, il n'y a plus beaucoup de population pour pouvoir recevoir cette aide, mais au moins, voilà une bonne chose de faite. Côté entreprise, souvenez-vous, hier, le bal des entreprises a été, le bal des résultats a été ouvert par Alcoa, qui, comme d'habitude, le spécialiste, le géant de l'aluminium, a ouvert le bal. Et Alcoa a battu le consensus très légèrement. Un consensus qui était très faible, mais qui a été battu, et c'est donc une bonne chose. Peugeot Citroën a fait état d'une hausse de 1,2% de ses ventes mondiales. L'année dernière, souvenez-vous, hein, Renault et Peugeot ont été parmi les plus fortes performances de l'indice 440. Les immatriculations en Europe avaient fortement augmenté. Les immatriculations à l'étranger, en Russie, en Chine, en Amérique du Sud, ont augmenté également. Donc voilà, c'était un marché porteur. Et les actions de Peugeot et de Renault sont remontées bien haut pour pouvoir matérialiser ces ventes-là. Vont-ils pouvoir continuer de vendre au cours actuel? Vont-ils pouvoir faire augmenter leurs ventes de nouveau? Ça, ce sera le challenge pour la suite. Et c'est ça qui fait que ce ne sera pas forcément évident. Concernant Capgemini, une année 2015 exceptionnelle puisque la société annonce un profit estimé à 520 millions d'euros, un profit exceptionnel. Voilà, donc ça c'est beau quand on se rend compte à la fin de l'année qu'il y a 520 millions d'euros en caisse en supplémentaire. Vinci annonce un programme de rachat de titres pour 150 millions d'euros. Donc aux États-Unis, c'est une pratique qui s'est beaucoup faite l'année dernière. Il n'y avait plus le quantitative easing en soutien des résultats d'entreprises américains. Par contre, les entreprises américaines achetaient de leurs propres titres pour pouvoir les soutenir. C'est quelque chose qui a bien fonctionné aux États-Unis et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se met de plus en plus en Europe. On a vu Vivendi récemment qui achetait ses titres et là c'est au tour de Vinci de le faire. Euh, pour moi c'est un moyen de soutenir le cours de son action. Euh, mais je vois pas en quoi c'est quelque chose de positif à moyen long terme. En fait, l'entreprise investit dans elle-même. Elle croit dans ses capacités, certes, mais dans ces cas-là, autant prendre de l'argent et puis de l'investir dans d'autres sociétés, de faire des acquisitions, de se développer, etc. Là, c'est vraiment de la mesure de soutien du titre et c'est pour faire plaisir aux actionnaires. Il n'y a donc aucune logique qualitative de moyen long terme. Enfin, AXA embauche, et c'est une news aujourd'hui dont tout le monde parle. AXA embauche la conseillère de l'Élysée pour les affaires économiques et la place comme chef économiste. Donc il y a peu de femmes dans ce milieu. AXA avait besoin de se renouveler, de prendre quelqu'un qui soit connu, et donc AXA a choisi de prendre la conseillère de l'Élysée. Donc voilà pour les entreprises. Donc côté news, vous voyez bien que bon, c'est pas la fin du monde. On est dans Syrie, la France a une croissance morne, les indicateurs sont considérés comme survendus, donc à court terme on réagit un peu, le pétrole est tout en bas, l'OCDE espère que la Chine et le Brésil tiennent le choc et se stabilisent. Bon bah voilà, on est dans un marché un peu morne, on est au début de l'année 2016, il fait un peu gris, il n'y a pas de bonnes nouvelles, c'est un peu l'environnement dans lequel on est actuellement. Côté entreprise, vous remarquerez que on salue quand même une année 2015 qui a été bonne. Il y a 4 entreprises sur les 5 dont je vous ai parlé qui ont fait mieux que prévu, qui ont fait état de hausse de leurs ventes. Et donc 2015 était quand même une année bonne en termes de business, en termes de résultats d'entreprise. En 2016, on attend des baisses d'investissement dans certains secteurs, des baisses des ventes en général.
Ça va pas être quelque chose de facile. Ça peut être une stabilisation, une petite baisse des PIB, une petite baisse de la croissance, des ventes et une stabilisation. Mais c'est rarement comme ça que ça se passe. Généralement, c'est plutôt des cycles économiques avec des expansions et des récessions. Et il y a quand même de plus en plus d'indicateurs qui pointent leur bout de leur nez, plaidant pour une récession en Europe, aux États-Unis notamment, entre 2016 et 2018. Donc c'est pour ça que nous devons rester très prudents. On va maintenant passer aux chiffres économiques. Hier, l'indice de confiance Sentix est ressorti inférieur aux attentes. Concernant les mises en construction au Canada, elles sont aussi ressorties en attente. C'est ce qui a tiré le CAD vers le bas, en plus du pétrole qui n'arrête pas de chuter. Et c'est la raison qui a fait que l'USD-CAD a touché les fameux 1,4250. Ce jour, donc à 10h30, dans 15 minutes, vous aurez la production manufacturière en Angleterre. À 11h30, un discours de Kuruda, de la Banque du Japon. À 11h30 également, discours de Fisher, de la Fed. Et à 15h15, un discours de Carney. Faites bien attention. Un discours de Kuruda peut faire bouger les indices, peut faire bouger le yen très rapidement. Un discours de Fisher peut faire bouger le dollar. Et un discours de Carney pourrait faire décaler la livre, donc GBP. Donc faites attention à cela. Il n'y a pas d'autres statistiques majeures aujourd'hui, mais il y a quand même des banquiers centraux qui parlent. Et puis, dernière chose, dernier détail dont je voulais vous parler, demain matin, donc, quand on dormira encore, il y aura pas mal de statistiques chinoises, dont la balance commerciale, qui vont être publiées. Qui dit statistiques chinoises dit potentiellement impact positif ou négatif sur les indices asiatiques. Et je pense que c'est plus les statistiques de la nuit de demain matin qui vont faire le marché action et le marché indiciel plutôt que ce qui va se passer aujourd'hui en journée. Donc on va passer, si vous voulez, sur la plateforme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va se stabiliser. On est en train de créer des petites bases sur les indices. Et c'est en fonction des statistiques positives ou négatives demain que l'on va soit casser les supports à l'ouverture et continuer de baisser et continuer d'évoluer dans un climat un petit peu de peur comme on l'est depuis le début de l'année, soit on va enfin réussir à un petit peu rebondir et un peu reprendre de couleur, alors que, je vous le rappelle, les indices européens ont perdu près de 7-8% depuis le début de l'année. Donc par rapport à l'émission que l'on a fait hier, vous pouvez constater que tout comme hier, le DAX a ouvert avec un gap baissier, puis les acheteurs se sont présentés. Hier, après une ouverture en gap baissier, les acheteurs ont payé sur 300 points. Aujourd'hui, après une ouverture en gap baissier de 100 points, donc toujours un marché très volatile, hein, faites bien attention, le marché gagne déjà 150 points de hausse. On arrive là sur le DAX à 9 980, 10 000 dans une zone clé, au-dessus de laquelle on pourrait retrouver les 10 120. Et si on se dirigeait en direction des 10 120, eh bien ça validerait de plus en plus la possibilité d'un rebond technique. Voilà. Il faut bien comprendre que depuis le début de l'année, donc on a perdu entre 6 et 8 à 10% sur certains marchés. On est survendu au point de vue indicateur, on est sur des supports sur beaucoup d'indices. Il est donc légitime qu'on rebondisse à court terme. Et si on venait, grâce à ce rebond technique, à regagner des résistances de court terme, alors on pourrait de nouveau neutraliser la dynamique baissière. On pourrait repousser à plus tard les perspectives de risque de grosses glissades et on pourrait même éventualiser des achats et la hausse. Voilà. Alors le DAX, c'est pas celui sur lequel on le voit le mieux. Donc là, on arrive sur une zone de résistance, hein, je viens de vous le dire, 9 980 et au-dessus, ce serait les 10 120. Donc le DAX, c'est l'indice européen qui est en plus forte hausse depuis son ouverture. Voyons où se trouve l'IBEX. Lui, l'IBEX, il est un peu faible. Donc du coup, il a déjà cassé son support hebdomadaire. Mais en fait, si on prend un peu de recul sur la situation, on se rend compte que au cours où il est là, il est sur des anciens niveaux de 2012 et de 2013. La Suisse, ça tient le choc, ça s'horizontalise. Ça, c'est le CAC 40. Donc vous voyez le CAC 40 sur les 3-4 dernières années. Donc vous voyez bien qu'on est un petit peu comme en fin 2014, on se cherche.
Euh, Ici, on se cherche sur cette base des 4250, 4300. Tant qu'on tient cette zone-là, on peut rebondir et repartir vers 4007, voire 5000 points. Si on commence à mettre cette zone-là à risque, on a des risques de revenir vers 4000, 4002, de forcer Mario Draghi à sortir du bois avec la BCE et d'augmenter son quantitative easing. Le problème, c'est que les Allemands ne veulent pas pour le moment. Donc voilà, c'est une situation un peu compliquée. Pour l'instant, en tous les cas, on est sur les supports, on tient bon, on a perdu 20% depuis que Mario Draghi nous a dit qu'il ne ferait pas de queue supplémentaire au mois de décembre. Et à court terme, les 4300, tout comme cet été en fin août et fin septembre, eh bien les 4300, ils tiennent. Donc ne nous hâtons pas, ne soyons pas trop positifs, mais pour le moment ça tient. Pour le moment plus peur que de mal en Europe. On a certes cassé un support de court terme, mais on est sur des zones de soutien de moyen long terme et ça va pas se jouer aussi facilement que ça. Dans les séances à venir, il devrait y avoir du combat dans cette zone-là. Dans quel sens va-t-on en sortir? Je ne sais pas, mais en tous les cas, une chose est certaine, les risques baissiers s'amoncellent. Ça, c'est le SP500. Donc, le SP500, on avait vu hier qu'il avait touché les 1900 points, seuil psychologique. Et il a fait une mèche basse hier et il en fait une depuis l'ouverture des futurs ce matin. C'est un premier point positif. Maintenant, il faudrait qu'il reprenne un petit peu de hauteur. L'Eurostoxx dont je vous ai parlé hier, alors l'Eurostoxx, donc il était sur les 3000 points, les 3000 points seuil clé. Hier, il a ouvert à 2996, puis il est monté en ligne droite. Et ce matin, il a fait 3012 points, et là, il a 3050 points. Vous remarquerez que pour celui qui voulait payer pile poil sur le support, les cours ont été assez gentils pour y revenir ce matin. Donc ceux qui voulaient se placer au plus proche du support pour jouer la hausse pouvaient le faire. Quant à ceux qui sont vendeurs, si vous êtes vendeur à moyen terme avec des stops au-dessus de l'ouverture annuelle, ça va. Si vous êtes vendeur depuis le premier jour de l'année avec un stop au-dessus de la bougie du premier jour de cotation, ça va. Si vous êtes vendeur depuis hier, là forcément ça devient un peu moins tendu, ça devient un peu plus tendu pour vous, puisque à court terme, on opère une stabilisation des cours sur support. Et si vous voulez, même si les indices devaient baisser, on pourrait très bien remonter un peu plus haut avant d'éventuellement repartir à la baisse. Voilà, à court terme, que vous le constatiez sur le CAC, sur le SP500, sur l'Eurostoxx, ou encore, comme je vous le montrais hier, sur le FTSE, on est sur support. Voilà. Après, si ces supports la cassent, c'est des signaux de moyen terme qui sont donnés, c'est du risque qui augmente, la volatilité qui réaugmente et les possibilités de voir un bear market en 2016 qui augmente. Mais je ne m'amuserai pas à faire de l'anticipation sur support. Ensuite, on va regarder les actions. Alors, les actions que je souhaitais le plus vous montrer aujourd'hui, c'était les actions en baisse. Car dans les actions en baisse, il n'y a que des actions en baisse du secteur énergétique pratiquement. Et pour moi, elles sont toutes sur support. Donc, je vous montre ça. Première, c'est EDF. Bon, EDF, c'est la lanterne rouge de 2015. Elle a été sortie du CAC, elle est baissière. C'est une société qui a énormément de dépenses, de charges à faire. EDF, c'est lourd. Voilà. Et c'est pas une société qui sort de l'argent, c'est pas businessment parlant, boursièrement parlant, un titre très intéressant. Morel et Prom, c'est du pétrole, et vous noterez qu'elle a gapé à la baisse au plus bas, et il faudrait voir si elle arrive à combler son gap, ce serait beau. Eramet, elle est revenue travailler ses plus bas annuels, société des matériaux de base. CGG, c'est une parapétrolière qui est toujours en baisse, comme vous pouvez le voir d'après sa tendance. Valorec, aussi parapétrolière, toujours en baisse. Néanmoins, vous remarquez quoi quand vous regardez Valorec? Vous remarquez que ça fait 11 séances d'affilée qu'elle baisse par rapport à son ouverture. Il y a eu 1, 2, 3 gaps sur le titre et elle arrive sur son bas de canal. Donc moi, si vous voulez, quand je vois que les indices sont sur support et survendus, quand je vois que le pétrole a perdu 20% depuis le début de l'année et a touché les $30, et quand je vois Valorec perdre 11 séances d'affilée, elle est passée de 9 à 6,50, donc elle a pratiquement perdu 30% de sa valeur.
et aller sur un bas de canal, eh ben, c'est le genre de situation qui mérite d'être peut-être contrariant et de s'y intéresser. Voilà. Souvenez-vous, Valorec, on en a parlé ici à 8 euros, elle a fait 8,12. Ensuite, on en a parlé là à 9,50, elle a fait 9,50, 11,50. Ensuite, on en a reparlé ici à 8, elle a fait 8, 9,2. Donc à chaque fois qu'on a parlé de ce titre, il a pris entre 10 et 40%. J'ai réécrit un point sur de Valorec à 9 euros pour dire qu'elle était baissière et tant qu'elle ne dépassait pas les 9,2 et que le pétrole ne se retourne pas, bah, c'était pas un retournement validé et violent. Par contre, là, au cours actuel, après 11 séances de baisse sur le bas de canal avec un pétrole à 30, voilà, de nouveau, je vous le dis, c'est un titre qui m'intéresse. Donc dans les plus fortes baisses ce jour, on a donc de l'énergie, des matériaux de base, de l'énergie, Total Gabon, de l'énergie qui est également à 119-120 en zone d'achat potentiel, Valorec sur son bas de canal, Swatex un dossier spéculatif, Valneva c'est une petite biopharmaceutique. Casino Guichard toujours un peu sous pression depuis qu'il y a eu les histoires de l'américain et de sa note de recherche disant que ça valait 10 euros. Bon, et puis pas de grands mouvements sur le reste du marché. Après, qu'est-ce qu'on a comme d'habitude? Donc, dans les têtes, on a Peugeot qui signe des bons résultats de 2015. On a Nexans qui est stable. On a Orange où les investisseurs spéculent toujours. Donc, avec Orange, Bouygues, TF1, tout le secteur est un petit peu soutenu. Gameloft, elle a perdu 5% hier, elle en reprend 3 aujourd'hui. C'est un titre qui est soutenu puisque Vivendi est rentré au capital, mais je pense que les opérateurs ont perdu un petit peu patience. Faut pas oublier que ce titre était passé de 3 à 6,50. Bon, bah, on repasse de 6,50 à 5,20. On revient dans la normalité, en fait. Le titre avait peut-être un peu exagéré, puis avait besoin de respirer. Et puis on retrouve aussi dans la liste des titres qui montent le plus du Sartorius Stadium, c'est la plus forte hausse du SBF 120 l'année dernière. On retrouve du Thales qui est magnifique, regardez-moi ça, données hebdomadaires, ça va tout droit en 2015 et on commence par des nouveaux plus hauts en 2016. Donc voilà, il y a les titres de l'énergie et des matériaux de base qui sont délaissés et survendus, mais qui pourraient devenir intéressants comme je vous le disais il y a quelques instants. Il y a les titres, les lanternes rouges de 2015 qui sont délaissées, comme EDF. Et puis, parallèlement à ça, les meilleurs de 2015 sont payés par en début 2016. Et c'est pour ça que vous en retrouvez un bon nombre dans la liste. Côté matières premières, donc on a un pétrole qui arrive sur les $30. N'oublions pas que sur le pétrole, on est dans un canal baissier. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. Le brut léger, le voici, le WTI, il est à 30,50 €. Et alors que je dise pas de bêtises, tout à l'heure, je vous ai dit que le Brent avait touché 30 €. Oui, c'est ça, j'ai pas dit de bêtises. En fait, le Brent et le WTI cotent pratiquement le même prix. Alors que théoriquement, le Brent est un pétrole lourd, le pétrole de la mer du Nord, et vaut plus cher que vaut plus cher que le WTI, me semble-t-il. Donc voilà, là on a vraiment un Brent qui s'était stabilisé l'été dernier, puis a continué à baisser, connaît un premier début d'année très compliqué, et là on arrive sur 30 $. On peut prendre un graphique de très long terme, et on se rend compte donc en 2008, 2006, 2007, on est monté tout droit, on est redescendu tout droit avant de remonter, et là on redescend tout droit, et vous voyez bien qu'en données mensuelles, est-ce qu'on va s'arrêter à 30? Est-ce qu'on va s'arrêter à 35? Ou est-ce qu'on va aller jusque 20? Il n'y a personne qui est capable de vous le dire. Et en tous les cas, graphiquement, on sait qu'il y a une probabilité que ce soit possible et que ça continue de baisser. Donc, y a ceux qui font du court terme, haussier ou baissier sur le pétrole en fonction des phases de marché. Et puis, il y a ceux qui sont vendeurs à moyen terme. Et enfin, il y a ceux qui attendent de potentiellement acheter à moyen terme. Or, du pétrole, on pourra en acheter le jour où on aura des signaux. Voilà. Donc là, si vous voulez, à très court terme, le day trader, on est sur les 30 $, seuil psychologique, il voit les indices tenir, il se dit voilà, je vais acheter un peu de pétrole avec un stop sous les 30 $ et je vais jouer à un coup spéculatif. L'investisseur de moyen terme, lui, il a largement le temps d'attendre que le pétrole reprenne 10% et casse les 34 $ pour enfin montrer des signes de retournement et peut-être
se poser la question d'acheter du pétrole à moyen terme parce qu'ils pensent qu'un rebond peut avoir lieu. Voilà. En tous les cas, ce que je sais, c'est que l'année dernière, j'entendais beaucoup de gens dire que si le pétrole allait sous 50, ils allaient en acheter tout ce qu'ils pouvaient. Et aujourd'hui, le pétrole est à 30 et plus personne n'en veut. Euh, Autant vous dire qu'en 2016, si le pétrole devait aller vers les 20 dollars, ça deviendrait quand même attractif et en tous les cas, ça deviendrait très intéressant. Qu'est-ce qui se passe sur les métaux? On a le palladium qui continue de chuter, le palladium qui est complètement délaissé là et qui... Alors le palladium, faut pas oublier qu'il pâtit du scandale de Volkswagen, hein, puisque on utilise du palladium dans les pots catalytiques diesel, et donc si on arrête de faire du diesel, on arrête de consommer du palladium au profit du platine qu'on utilise pour les moteurs à essence. C'est pour ça que le palladium a autant chuté ces dernières séances et ces dernières semaines. Concernant le gaz naturel, lui, il s'est replié aussi un petit peu avant la publication des stocks de gaz jeudi. Donc le gaz reste en tendance haussière, mais il avait besoin de consolider et de potentiellement revenir vers les supports. J'ai rien vu d'autre de particulier. Le sucre fait un double top. L'or est un petit peu recherché, mais ça reste sous MM 100 jours. Souvenez-vous, MM 100 jours qui fonctionne très très bien sur l'or. Tant qu'on est dessous, ça reste baissier. Et je vois le coton, le soja qui arrive à reprendre un petit peu de poil de la bête. Le coton, ça reste super neutre sur un an, donc il n'y a pas grand chose, ça m'intéresse pas beaucoup ces configurations là. Le soja, lui, il est baissier et il essaye de construire une base. Le soja m'intéressera le jour où il arrivera à passer clairement au-dessus de sa MM 100 jours qui bloque ici depuis plusieurs années. À part là, elle a été dépassée, puis d'un coup, les cours ont pris 10%. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, hein. Je préfère encore le jus d'orange, le bois de construction, les choses comme ça, des marchés un peu plus volatiles. Là, on a un marché qui est baissier, sous pression, c'est pas très intéressant. On a parlé des indices, des actions, des matières premières. On va finir avec les devises. Donc de la même façon que je trouve le pétrole attractif à l'approche des 30 dollars, je trouve les parapétrolières survendues dans des zones de prix attractives et donc, je vais trouver l'USD rouble suracheté et potentiellement haut. Il ne faut pas oublier que depuis que le pétrole baisse, donc le rouble baisse contre le dollar américain. Donc ici, c'est le dollar américain contre le rouble qui monte en ligne droite depuis 14 semaines. Et là, si vous voulez, il a gapé à la hausse. Et si le pétrole grimpe maintenant, l'USD rouble redescendra et reviendra tester ses supports. Moi, j'ai quand même l'impression qu'à tout moment, le pétrole pourrait rebondir. Et donc, le rouble, le NOK et le CAD pourraient tous les trois réagir. Le rouble, donc c'est USD RUB, USD NOK, c'est la couronne norvégienne qui est très corrélée pétrole, et l'USD CAD, c'est le Canada. C'est trois économies qui sont très indexées au cours du pétrole. Voilà, l'USD CAD, il est monté pendant des mois, des semaines, des mois, des années. Ça, c'est un graphique de l'USD CAD sur 17 ans, je vais le mettre sur 25 ans. Voilà. Là, l'USD CAD arrivera bientôt sur les 1,43, 1,4350, soit c'est plus haut de 1994, plus bas de 1999. Je pensais pas qu'on irait aussi haut, puisque je pensais pas qu'en ligne droite, le pétrole irait à 30 dollars. En tous les cas, très beau mouvement haussier. Pas de raison de se mettre en face pour le moment, mais si à tout moment le pétrole doit réagir, faire un point bas, alors il serait très intéressant de suivre l'USD CAD et peut-être un jour de mettre à profit une consolidation de marché. Vous voyez, on est bien monté quand même ces dernières semaines, ces derniers mois. Entre 1,29 et 1,42, on a pris 1300 points sur la paire.
Il suffit que le pétrole repasse de 30 à 40 dollars pour qu'on redescende à 1,34 et qu'on perde 800 points. Donc ça peut être une monnaie à surveiller, et le jour où le pétrole se retournera, il y aura peut-être quelque chose à y faire. Ça c'est la livre. Alors la livre, il est 10h30 et elle baisse et elle est sur ses plus bas, donc j'en déduis que il y a dû y avoir la publication du chiffre économique, et il doit être inférieur aux attentes. Donc la livre, il faut bien comprendre qu'elle est délaissée, qu'elle est vendue, et que pour l'instant, elle est en train de sortir d'un canal baissier par le bas, et que ça n'a pas l'air de la gêner. Voilà. Jean-Jacques, bonjour Jean-Jacques, me demande de regarder NZD-CAD. Alors je vais regarder ça. Donc NZD, on parle de la plus forte contre la plus faible. Donc NZD4 est forte contre une faible, donc on est monté ces derniers temps. Le problème c'est que NZD ces dernières séances étaient faibles comme le CAD, et donc la paire s'est stabilisée. Alors ce qui est intéressant, c'est ce triple top long terme. Partant du principe qu'on a un triple top long terme, il faudrait vraiment que le NZD soit très puissant ou le CAD très faible pour que la paire continue à monter. Par contre, si le NZD reste stable, ce que je pense qu'il pourrait se passer, et que le CAD se renforce en cas de rebond du pétrole, le NZD4 pourrait baisser. En données hebdomadaires, en tous les cas, c'est une possibilité. Tant qu'on est sous la MM 20 jours, tant qu'on est sous 0,94, on a peut-être fait un mouvement baissier, puis on a un petit rebond, puis ensuite une reprise de la baisse vers les supports. Parce que le pétrole pourrait rebondir. C'est quand tout le monde dit que le pétrole est baissier et que personne n'en veut, qu'il y a la possibilité qu'il se passe des choses. L'AUD-USD, vous noterez que puisque les marchés asiatiques tiennent le choc, l'AUD tient ses plus bas annuels. Donc l'AUD était dans un triangle. C'était intéressant d'exploiter la cassure en direction du support de moyen terme. Mais maintenant on a touché le support et on n'est pas sûr de la suite. Donc c'est le genre de situation où on peut apprécier prendre des bénéfices. Et puis je terminerai avec l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est très indécis en ce moment. Il a tendance à monter quand ça va mal avec la Chine et quand il y a de l'aversion au risque. Il a tendance à baisser quand les marchés tiennent. Donc très propre l'euro-dollar. Vous voyez qu'il est dans un drapeau, dans un canal baissier de consolidation. Donc oui, si les marchés déraillent, si la Chine perd 20%, si il y a de l'aversion au risque, de la hausse de la volatilité, etc., l'euro-dollar a toutes les chances de sortir et de casser la zone des 1,0950, 1,10 et de partir à la hausse vers 1,11, 1,12, voire 1,15. Par contre, tant que les indices tiendront, tant qu'il n'y aura pas de peur exagérée et très forte sur les marchés, tant que la politique européenne ce sera de faire du quantitative easing, eh bien l'euro-dollar restera sous pression et sera susceptible de reprendre une pente baissière. Alors vous avez aussi la possibilité de ne pas trader l'euro-dollar puisqu'en ce moment il est très piégeux, qu'il ne sait pas trop où il va, et donc ce serait potentiellement une sage décision de ne pas s'y confronter. Sinon, vous avez un avis arrêté sur la question, tranché, vous avez un scénario haussier, donc vous payez les replis, ou inversement, vous êtes baissier, vous vendez les résistances. En tous les cas, je le trouve particulièrement complexe à court terme. Est-ce qu'il y a encore des gaps sous nos pieds sur les 2-3 principaux indices chinois et asiatiques? Pas que je sache, pas de gap majeur laissé derrière nous. S'il y a des gaps à combler, c'est des gaps à la hausse, a priori. Non, là, les indices chinois sont revenus dans des zones basses. Peuvent encore perdre 30%, mais ils sont dans des zones basses. L'Europe a perdu ses 6-8% et est revenue sur support.
Je pense que demain, les statistiques chinoises vont être d'importance. Ensuite, il y aura les statistiques européennes et américaines pour la fin de la semaine. Et puis ensuite, on va avoir la saison des résultats américains qui va prendre son sens, qui va avoir son impact sur le marché. Si la plupart des résultats américains sont bons, en ligne avec les attentes, voire supérieurs au consensus, ben on aura un marché plutôt haussier qui se reprendrait et qui repartirait un petit peu avec du baume au cœur. Au contraire, si les résultats d'entreprise effrayent, eh bien, on pourrait avoir un peu de grabuge supplémentaire sur les marchés. Et encore, je vous dis ça, mais si les résultats d'entreprise sont pas très très bons, ça plaidera pas pour une hausse de taux aux États-Unis. Donc, les investisseurs pourraient se ravir du fait que les résultats seront juste mitigés. Comme ça, il n'y aura pas de hausse de taux supplémentaire et comme ça, ils peuvent continuer d'avoir de l'argent gratuit et de l'injecter dans le système tranquillement. Donc on est vraiment dans des marchés capricieux et particuliers. Soyez prudents, faites attention à la volatilité. Je pense qu'on devrait avoir des décalages cette nuit, donc attention à l'overnight. J'espère que le programme que l'on passe au quotidien dans cette émission, que ce soit les news, les actions, les indices, les graphiques, etc., tout cela vous plaît. Merci encore pour votre présence, pour vos emails de remerciement, pour vos vœux, pour tout ça. Merci à tous ceux qui m'écoutent en version enregistrée sur YouTube. En tous les cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit, bon trading et je vous retrouve demain matin à 10h pour la matinale.